Bonjour, dans cette vidéo, je corrige cet exercice d'analyse. Les principaux thèmes abordés sont la fonction logarithme népérien, le calcul intégral et les suites. Essayez de répondre aux questions posées avant de suivre la correction. Je commence par la première partie de l'exercice. Première question. Soit f la fonction définie sur moins 1 par f de x égale 1 demi de ln de 1 plus x sur 1 moins x. Déjà, la fonction f est définie sur l'intervalle moins 1, 1 parce que ln de u de x n'existe que lorsque u de x est strictement positif. Et si je veux étudier, suivant les valeurs de x, le signe de 1 plus x sur 1 moins x, le signe de 1 plus x sur 1 moins x, c'est comme le signe de 1 plus x multiplié par 1 moins x. On sait que le signe d'un quotient, c'est comme le signe du produit. Le produit, c'est 1 moins x2. 1 moins x2 s'annule en moins 1 et en 1. Comme c'est un quotient, 1 moins x s'annule en 1, donc je mets 2 barres ici et 0 ici. Le signe ici, c'est le signe de moins a entre les racines, donc c'est un plus. Et ici, c'est un moins. Donc, lorsque x est entre moins 1 et 1, 1 plus x sur 1 moins x est strictement positif. Donc, petit a, étudier la parité de f et calculer la limite au bord de l'ensemble de définition. Alors, pour la parité, je vais dire que pour tout x appartenant à l'ensemble de définition de f, c'est-à-dire moins 1, 1, on a moins x qui appartient à l'ensemble de définition. Si x est entre moins 1 et 1, moins x appartient à moins 1 et 1. Et f de moins x, c'est 1 demi de ln de 1 plus moins x, donc 1 moins x sur 1 moins moins x, 1 plus x, égale moins 1 demi de ln de 1 plus x sur 1 moins x. Parce qu'on sait que ln de a sur b, c'est moins ln de b sur a, lorsque a et b sont positifs. Et ça, c'est moins f de x. Donc f de moins x égale moins f de x. F est impair. Les limites de f à droite en moins 1 et à gauche en 1. Alors, la limite quand x tend vers moins 1 par valeur supérieure de 1 plus x sur 1 moins x. Lorsque x tend vers moins 1, 1 plus x sur 1 moins x, ça tend vers 0. Et quand c'est à droite en moins 1, c'est positif. Et on sait que lorsque un nombre tend vers 0 par valeur supérieure, limite, lorsque x tend vers 0 plus de ln de x, c'est moins l'infini. Donc, par composé, la limite, lorsque x tend vers moins 1 plus de ln de 1 plus x sur 1 moins x égale moins l'infini, c'est-à-dire la limite, lorsque x tend vers moins 1 plus de f de x, est égale à moins l'infini. On multiplie par 1 demi. Alors, pour la limite en 1, à gauche en 1, limite, lorsque x tend vers 1 moins de 1 plus x sur 1 moins x, alors x tend vers 1, 1 plus x ça tend vers 2, 1 moins x ça tend vers 0, la limite est l'infini. Comme 1 plus x sur 1 moins x est positif, donc ça fait plus l'infini. Et je sais que la limite, lorsqu'un nombre tend vers plus l'infini de ln de ce nombre-là, c'est plus l'infini. Donc, par composé, la limite, lorsque x tend vers 1 moins de ln de 1 plus x sur 1 moins x égale plus l'infini. Ce nombre tend vers plus l'infini, son image par la fonction ln plus l'infini, c'est-à-dire la limite, lorsque x tend vers 1 moins de f de x égale plus l'infini. Alors, autrement, en utilisant la parité de f, limite lorsque x tend vers 1 moins de f de x,
Tout simplement, si je pose grand X égale moins X, c'est la limite quand grand X tend vers. Alors, X tend vers 1, moins X tend vers moins 1. X est plus petit que 1, moins X est plus grand que 1. Donc, grand X tend vers moins 1 plus. De f de petit x, c'est moins grand X. Si la limite, quand grand X tend vers moins 1 plus, comme f est impair, f de moins x, c'est moins f de x. En moins 1 plus, f de x, ça tend vers moins l'infini, moins f de x, c'est plus l'infini. La question B, les variations de f. Eh bien, f est dérivable sur moins 1, c'est une composée de fonctions dérivables. Donc la fonction qui est x associe 1 plus x sur 1 moins x est dérivable sur l'ouvert moins 1, et en plus 1 plus x sur 1 moins x est strictement positif. Donc la fonction qui est x associe ln de 1 plus x sur 1 moins x est dérivable sur moins 1, et donc f est dérivable sur l'ouvert moins 1, et f' de x égale 1 demi. Alors la dérivée de ln de u, c'est u' sur u, donc sur u de x, donc divisé par 1 plus x sur 1 moins x. La dérivée de 1 plus x sur 1 moins x, alors ici on a un quotient, u sur v, donc sur v au carré. La dérivée ici, u', donc la dérivée de 1 plus x c'est 1, multiplié par 1 moins x, moins 1 plus x, multiplié par la dérivée de 1 moins x qui est égal à moins 1. J'obtiens 1 demi. Alors 1 moins x plus 1 plus x, ça fait 2, sur 1 moins x au carré, multiplié par l'inverse de ce nombre, 1 moins x sur 1 plus x, je trouve f' de x égale 2 fois 1 demi, c'est 1, 1 moins x et 1 moins x au carré ici, on simplifie par 1 moins x, ça devient 1 moins x multiplié par 1 plus x, c'est-à-dire le résultat final, f' de x est 1 sur 1 moins x au carré. Alors 1 moins x fois 1 plus x est strictement positif, d'où le tableau de variation de f, donc x entre moins 1 et 1. La dérivée est strictement positive, la fonction f est croissante. La limite de f de x en moins 1, c'est moins l'infini, donc ici j'écris moins l'infini, et la limite en 1 moins, c'est plus l'infini. Alors les limites en moins 1 et en 1 sont infinies. Les droites d'équation x égale moins 1 et x égale 1 sont asymptotes verticales à la courbe de f. Pour tracer la courbe de f, il est bon de remarquer que f de 0, c'est 0, et f' de 0, c'est 1. Donc la courbe passe par l'origine, la pente de la tangente, ou le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 0, c'est 1. Voici donc la courbe de f. f de 0, c'est 0. Pour tracer la tangente, lorsque x augmente de 1, l'ordonnée augmente de 1, puisque la pente c'est 1. La droite d'équation x égale 1, la droite d'équation x égale moins 1 sont asymptotes verticales. La fonction croît de moins l'infini à plus l'infini. Voilà. La deuxième question.
étudié en centimètres carrés, alors l'unité est supposée être 5 cm. Calculer en centimètres carrés l'aire de la surface ou l'aire du domaine compris entre la courbe, l'axe des abscisses, la droite d'équation x égale 1,5. Je prends ici x égale 1,5. Je calcule l'aire de cette surface. Eh bien, l'aire de la surface S, d'abord je commence en unité d'aire. Comme la fonction est positive, c'est l'intégrale de 0 à 1,5 de la fonction f. C'est l'intégrale de 0 à 1,5 de 1,5 de ln de 1 plus x sur 1 moins x. Là, je vais effectuer une intégration par partie. Je vais poser u' de x égale et v de x égale. Alors, je vais prendre v de x égale f de x. Donc, 1,5 de ln de 1 plus x sur 1 moins x. Je sais que v' de x, ça va être f' de x. Et f' de x, c'est 1 sur 1 moins x au carré. On l'a vu tout à l'heure. Donc, si je prends u' de x égale 1, u de x va être égal à x. L'aire de la surface S va être égale à u fois v. Donc, 1,5 de x, ln de 1 plus x sur 1 moins x, de 0 à 1,5, moins l'intégrale de 0 à 1,5 du produit uv'. Donc, moins x sur 1 moins x2 dx. On trouve 1,5. Alors, je prends x égale 1,5. 1,5 fois 1,5, c'est 1 quart. ln 1 plus 1,5, c'est 3,5. 1 moins 1,5, c'est 1,5. 3,5 sur 1,5, c'est 3. Et pour x égale 0, ça donne 0. Donc, 1 quart de ln de 3, plus, ici, on a 1 moins x2 et x. On a la forme u' sur u. Alors, si u de x est 1 moins x2, u', c'est moins 2x. Le signe moins, on l'a. Comme on multiplie par 2, on divise par 2. On corrige. De 0 à 1,5. Ça fait 1 quart de ln de 3 plus 1,5. Alors, u' sur u avec u positif, c'est ln de valeur absolue de 1 moins x2 ou ln de 1 moins x2. Entre 0 et 1,5, l'aire de la surface S sera 1 quart de ln de 3 plus 1,5 multiplié par x égale 1,5, x au carré c'est 1 quart, 1 moins 1 quart c'est 3 quarts, donc ln de 3 quarts. Pour x égale 0, ln de 1 c'est 0. On trouve 1 quart de ln de 3 plus 1,5. ln de 3 quarts, c'est ln de 3 moins ln de 4, donc moins 1,5. ln de 4, c'est ln de 2 au carré. L'aire est égale à 1 quart de ln de 3 plus 1,5 de ln de 3 moins ln de 2 au carré, c'est 2 ln de 2, donc moins ln de 2. 1 quart de ln de 3 plus 1,5 de ln de 3, ça fait 3 quarts de ln de 3 moins ln de 2. En unité d'air, en centimètres carrés, comme l'unité c'est 5 cm de longueur ici, l'unité d'air c'est 5 fois 5, 25 cm carrés. Donc l'air A de S égale 25 multiplié par 3 quarts de ln de 3 moins ln de 2 cm carrés. La troisième question, pour x entre 0 et pi sur 2, on pose g de x égale f de sinus x. Montrer que la fonction g est une primitive de sur 0 pi sur 2 de la fonction h définie par h de x égale 1 sur cosinus x. Alors, pour montrer que g
est une primitive de h, on va montrer que g est dérivable sur 0 pi sur 2 et que g' de x est égal à h de x. G est la composée de deux fonctions. Donc on va dire la fonction qui à x associe sinus x est dérivable sur 0 pi sur 2, ouvert en pi sur 2, et sinus x appartient à 0,1. On sait que si x, je regarde le cercle trigonométrique, si x est entre 0 et pi sur 2, ouvert en pi sur 2, sinus x est entre 0 et 1. 0,1 est inclus dans moins 1, 1. F est dérivable sur l'ouvert moins 1, 1, donc sur 0,1, et par suite, par composé, G est dérivable sur 0 pi sur 2 et G' de x égale la dérivée de f en sinus x multiplié par la dérivée de f en sinus x fois la dérivée de sinus x, c'est-à-dire cosinus x. On a vu que f' de x c'est 1 sur 1 moins x2. Donc la dérivée de f en sinus x c'est 1 sur 1 moins sinus carré x. Je rappelle que f' de x c'est 1 sur 1 moins x2, on l'a vu tout à l'heure, fois cosinus x. Je trouve g' de x égale 1 moins sinus carré, c'est cosinus carré x, multiplié par cosinus x, c'est-à-dire 1 sur cosinus x. Conclusion, eh bien, la fonction g est dérivable sur 0 pi sur 2 et g' de x égale 1 sur cosinus x. G est donc une primitive de h sur 0 pi sur 2. Voilà. Dans la deuxième partie de l'exercice, on veut étudier la limite d'une suite. Donc on désigne par A un nombre entre 0 et pi sur 2, ouvert en pi sur 2. Pour n supérieur à 1, on pose in de A, c'est l'intégrale de 0 à A de sinus puissance 2n de t sur cosinus t dt. On veut prouver cet encadrement de in de A. Eh bien, A est entre 0 et pi sur 2. Si je prends une variable t qui est comprise entre 0 et A, donc t sera inférieur à pi sur 2, comme la fonction sinus est croissante sur 0 pi sur 2, alors, sachant que t est entre 0 et A, sinus t va être entre sinus 0 et sinus A. Sinus 0, c'est 0. Sinus t est inférieur à sinus A. C'est des nombres positifs. On élève à la puissance 2n. Ceci implique que 0 est inférieur à sinus puissance 2n de t, inférieur à sinus puissance 2n de A. D'autre part, la fonction cosinus
est décroissante sur 0 pi sur 2. Alors t entre 0 et a, cosinus t va être ici entre cosinus a et cosinus 0, c'est-à-dire cosinus a inférieur à cosinus t inférieur à 1. Cosinus a est positif, parce que a est strictement inférieur à pi sur 2. Donc le cosinus ne peut pas être égal à 0. On passe à l'inverse. Cosinus a est plus petit que cosinus t. 1 sur cosinus a devient plus grand que 1 sur cosinus t. Ou encore, 1 sur cosinus t est inférieur à 1 sur cosinus a. Et ceci est positif. T est entre 0 et pi sur 2, strictement inférieur à pi sur 2, cosinus t est positif. De ces deux encadrements, on obtient 0 inférieur sinus 2 puissance nt sur cosinus t inférieur à sinus 2 puissance n a sur cosinus a. Ceci étant, on va passer à l'intégrale. Et on a une fonction entre deux constantes. On va utiliser l'inégalité de la moyenne. Cette fonction est continue sur 0a. La fonction qui a t associe sinus 2 puissance nt sur cosinus t est continue sur 0a, avec a qui est plus grand que 0. D'après les inégalités de la moyenne, l'intégrale de 0 à a de cette fonction, de sinus 2 puissance nt sur cosinus t dt, va être compris entre cette valeur fois cette borne moins cette borne, a moins 0, et ce nombre, sinus 2 puissance na sur cosinus a, multiplié par a moins 0. Ce nombre, c'est in de a. Ici, c'est 0. Et ici, ça fait a multiplié par sinus 2 puissance na sur cosinus a. C'est le résultat qu'on voulait. La limite de in de a maintenant. Eh bien, a est entre 0 et pi sur 2. On a sinus a qui est strictement inférieur à 1 est positif. Donc, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de sinus a exposant de n est égal à 0. Et par suite, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de a multiplié par sinus de na sur cosinus a est égal à 0. D'après le théorème des gendarmes, conclusion, la suite in de a converge et la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de in de a est égal à 0. La cinquième question, pour n supérieur ou égal à 1, on définit sur l'intervalle 0a la fonction grand Fn de t, sinus t plus sinus cube t sur 3, etc. Montrer que grand Fn est dérivable sur 0a, eh bien, grand Fn est tout simplement dérivable sur 0a parce que c'est une somme de fonctions dérivables. Il n'y a pas de souci ici, parce que la fonction sinus en fait est dérivable sur R en entier, donc sur toute partie incluse dans R. Et f'N de t égale
dérivée de sinus t, c'est cosinus t, plus sinus cube t, la dérivée c'est 3 fois sinus carré t cosinus t, 3 et 3 se simplifient, ça devient sinus carré t cosinus t, dérivée de sinus 5t, c'est 5, que je divise par 5, ça disparaît, donc ça devient sinus 4t fois cosinus t, etc. jusqu'à la dérivée ici, c'est 2n-1 avec 2n-1, ça se simplifie, ça fait sinus 2n-2t fois cosinus t. On met cosinus t en facteur pour obtenir 1 plus sinus carré t plus sinus 4t jusqu'à sinus de n-2t. Alors pour calculer cette somme, sachant que t est entre 0 et a strictement plus petit que pi sur 2, on a un sinus t différent de 1, parce que t n'est pas égal à pi sur 2. Et ici, dans ce crochet, on voit la somme des termes d'une progression géométrique de raison sinus carré t. Donc, f'(n) de t égale cosinus t facteur 2. La somme des termes, d'ailleurs ici, je vais écrire cosinus t multiplié par la somme de sinus de k moins 2 t, k qui varie. Alors de 1, parce que pour k égale 1, ici, ça fait sinus t puissance 0, qui est égal à 1, jusqu'à n. Pour k égale n, on obtient 2n-2. Donc on voit qu'il y a n termes. f'(n) de t, c'est cosinus t multiplié par la somme des termes d'une suite géométrique. C'est le premier terme, c'est 1, multiplié par 1 moins la raison, c'est sinus carré t, puissance, le nombre de termes, c'est n, sur 1 moins sinus carré t. Ça fait cosinus t multiplié par 1 moins sinus 2nt sur 1 moins sinus carré t, c'est cosinus carré t. En simplifiant par cosinus t, 1 moins sinus 2nt divisé par cosinus t. Voilà, conclusion. f'(n) de t égale 1 moins sinus 2 puissance nt sur cosinus t. Calculer grand Fn de 0. Grand Fn de 0, je remplace t par 0. Sinus 0, c'est 0. Grand Fn de 0, c'est 0. On déduire Fn de a égale g de a moins in de a. Eh bien, la fonction Fn étant dérivable, sa dérivée, c'est cette fonction. Donc, Fn est une primitive de cette fonction sur 0a et elle s'annule en 0. Donc, grand Fn est la primitive sur 0a de la fonction qui a t associe 1 moins sinus 2 puissance nt sur cosinus t qui s'annule en 0, puisque grand Fn de 0 égale 0. Donc, pour tout x de 0 à, grand Fn de x, c'est l'intégrale de 0 à x de 1 moins sinus 2 puissance nt sur cosinus t dt. En particulier, grand Fn de a, c'est l'intégrale de 0 à a de 1 moins sinus 2 puissance n t sur cosinus t dt égale l'intégrale de 0 à a de 1 sur cosinus t dt
moins l'intégrale de 0 à a de sinus 2 puissance nt sur cosinus t dt. Là, je rappelle que si je considère la fonction g de x égale f de sinus x, pour x entre 0 et pi sur 2, on a démontré que g' de x, c'est 1 sur cosinus x. Donc, cette intégrale, c'est l'intégrale de 0 à a de g' de t dt, moins cette intégrale, c'est in de a. Une primitive de g', c'est g de t, entre 0 et a, moins in de a, c'est g de a moins g de 0. G de 0, c'est f de sinus 0, c'est f de 0 égale 0. Donc, moins in de a. Conclusion, fn de a, c'est g de a moins in de a. Et comme la limite de in de a est égale à 0, on l'a démontré tout à l'heure. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de in de a égale 0. Donc, limite, lorsque n tend vers plus l'infini de fn de a, c'est égal à g de a. Voilà, c'est la fin de l'exercice. Merci d'avoir suivi.